Avant que le monde ne comprenne la gravité, avant que les étoiles ne révèlent leurs secrets mathématiques, avant que la lumière elle-même ne soit décomposée en un spectre de couleurs, il existait un homme qui regardait l'univers différemment. Un homme qui transformerait la physique, l'astronomie, les mathématiques et la philosophie naturelle en quelque chose de radicalement nouveau. Mais voici le paradoxe qui dérange toute narration héroïque. Cet homme était solitaire, irascible, obsédé par l'alchimie et les prophéties bibliques. Un homme qui passait des mois enfermé dans son laboratoire à Cambridge sans parler à personne. Comment un tel individu a-t-il pu révolutionner notre compréhension de la réalité? Pourquoi ces découvertes, faites dans le silence et l'isolement, continuent-elles de façonner notre monde 3 siècles après sa mort? Et surtout, que se passerait-il si nous découvrions que l'histoire qu'on nous a racontée sur Isaac Newton n'était qu'une version simplifiée, édulcorée, d'une vérité bien plus étrange et fascinante? Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, permettez-moi de vous demander une petite faveur. Si ce récit vous plaît, pensez à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et surtout, installez-vous confortablement pour ce voyage dans le temps. Bonne écoute et que cette histoire vous accompagne doucement vers vos rêves. L'Angleterre du XVIIe siècle n'était pas le pays industriel et puissant que nous connaissons aujourd'hui. C'était une nation déchirée par la guerre civile, hantée par la peste et profondément divisée entre royalistes et parlementaires. Le roi Charles Ier venait d'être décapité en 1649, un événement qui avait choqué toute l'Europe. Dans ce contexte de chaos politique et de bouleversements sociaux, dans un petit village du Lincolnshire appelé Woolsthorpe, naissait le 25 décembre 1642 un enfant prématuré, si petit que sa mère disait qu'il aurait pu tenir dans un pot d'1 litre. Personne ne pensait qu'il survivrait à sa première nuit. Personne n'imaginait qu'il vivrait 84 ans et changerait le cours de la science. Le père d'Isaac était mort 3 mois avant sa naissance. C'était un fermier prospère, propriétaire terrien mais illettré. Sa mère, Hannah Eiskoch, était issue d'une famille légèrement plus éduquée. Elle se remaria quand Isaac avait 3 ans avec un pasteur de 63 ans nommé Barnabas Smith. L'accord de mariage stipulait que le jeune Isaac ne vivrait pas avec eux. Il fut confié à sa grand-mère maternelle. Cette séparation marqua profondément l'enfant. Des années plus tard, à l'âge de 19 ans, Newton dresserait une liste de ses péchés dans laquelle il avouerait avoir menacé de brûler sa mère et son beau-père dans leur maison. Cette rage enfantine, cette solitude imposée, façonnerait un homme incapable de relations humaines normales, mais doté d'une capacité de concentration absolue. L'Angleterre de cette époque sentait la fumée de bois et le foin humide. Les routes étaient des chemins boueux où les carrioles s'enlisaient régulièrement. Dans les campagnes du Lincolnshire, les fermes étaient construites en pierre grise, avec des toits de chaume qui laissaient passer la pluie. Les hivers étaient rudes et les étés courts. La vie s'organisait autour du rythme des saisons, du travail de la terre, de l'élevage des moutons. Il n'y avait pas d'électricité, pas de machines, pas de train. Le monde se déplaçait à la vitesse d'un cheval au galop ou d'un voilier poussé par le vent. Dans ce monde rural et arriéré, l'idée qu'un enfant né dans une ferme pourrait un jour expliquer le mouvement des planètes aurait semblé aussi absurde que de prétendre voler jusqu'à la Lune. À 12 ans, Isaac fut envoyé à l'école de grammaire de Grantham, une petite ville à 12 km de Woolsthorpe. Il logeait chez un apothicaire nommé Clark. Cette expérience fut déterminante. Dans la boutique de l'apothicaire, le jeune Newton découvrit les substances chimiques, les balances de précision, les livres de recettes alchimiques. Il passait des heures à observer les flacons colorés, à sentir les odeurs étranges qui émanaient des préparations. C'est là qu'il développa sa passion pour l'expérimentation. Il construisait des moulins à vent miniatures, des horloges à eau, des lanternes en papier qu'il attachait à des cerfs-volants
pour effrayer les villageois la nuit. Ses camarades le trouvaient étrange. Il ne participait pas au jeu collectif. Il préférait rester seul, à dessiner des diagrammes géométriques dans la poussière ou à fabriquer des objets mécaniques avec des morceaux de bois. Mais voici un détail que l'histoire officielle omet souvent. Le jeune Isaac n'était pas un élève brillant au début. Il était même considéré comme paresseux et distrait. Ce qui le transforma fut une bagarre. Un garçon plus grand que lui, le fils du directeur de l'école, le provoqua et le frappa. Isaac, plus petit et plus faible, reçut des coups. Mais quelque chose se brisa en lui ce jour-là. Il décida non seulement de battre ce garçon physiquement, ce qu'il fit lors d'une revanche acharnée, mais aussi de le surpasser intellectuellement. Et il y parvint. En quelques mois, Isaac devint le premier de sa classe. Cette compétitivité féroce, cette incapacité à accepter d'être second, le caractériserait toute sa vie. Quand il eut 17 ans, sa mère le rappela à la ferme. Barnabas Smith était mort, et elle avait besoin d'aide pour gérer les terres. Isaac détestait le travail agricole. Il laissait les moutons s'échapper pendant qu'il lisait un livre sous un arbre. Il oubliait de réparer les clôtures. Un jour, un domestique le trouva endormi dans une grange, un traité de mathématiques ouvert sur sa poitrine. Son oncle William Ayscough, qui était diplômé de Cambridge, comprit que ce garçon n'était pas fait pour être fermier. Il convainquit Hannah d'envoyer Isaac à l'université. En juin 1661, Isaac Newton arriva au Trinity College de Cambridge. Il avait 18 ans. Il s'inscrivit comme subsisar, c'est-à-dire comme étudiant pauvre qui devait servir les étudiants plus riches en échange de sa scolarité. Il vidait leurs pots de chambre, nettoyait leurs chambres, servait leurs repas. Cette humiliation sociale renforça son isolement. Il ne se lia d'amitié avec personne. Il passait ses journées à lire dans sa chambre spartiate, à la lueur d'une chandelle qui crépitait et répandait une odeur de cire. Cambridge, à cette époque, était encore profondément ancré dans la scolastique médiévale. On y enseignait Aristote, comme si ses théories étaient des vérités éternelles. La philosophie naturelle qu'on y professait reposait sur des concepts vagues et non quantifiables. Les qualités occultes, les formes substantielles, les causes finales. La science telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas encore vraiment. Il y avait bien eu Galilée en Italie, qui avait pointé sa lunette vers le ciel et découvert les lunes de Jupiter, qui avait défendu l'héliocentrisme de Copernic et s'était retrouvé assigné à résidence par l'Inquisition. Il y avait eu Kepler en Allemagne, qui avait découvert que les planètes ne se déplaçaient pas en cercle parfait, mais en ellipse. Mais ces idées nouvelles n'avaient pas encore pénétré les murs épais de Cambridge. Newton, cependant, découvrit très vite les œuvres des philosophes modernes. Il lut Descartes, qui proposait une vision mécaniste de l'univers où tout pouvait s'expliquer par la matière et le mouvement. Il étudia Gassendi, qui ressuscitait l'atomisme ancien. Il se plongea dans les travaux de Boyle sur la chimie et la pression atmosphérique. Et surtout, il découvrit les mathématiques. Il commença par Euclide, dont la géométrie lui sembla d'abord trop simple. Puis, il tomba sur un ouvrage de Descartes sur la géométrie analytique, et ce fut comme si une porte s'ouvrait sur un monde nouveau. Il comprit que les formes géométriques pouvaient être traduites en équations, que les courbes pouvaient être décrites par des formules algébriques. Pendant cette période, Newton tenait un cahier qu'il intitulait « Questiones quaedam philosophicae », certaines questions philosophiques. Sur la première page, il écrivit en latin « Plato est mon ami, Aristote est mon ami, mais ma meilleure amie est la vérité ». Ce cahier contenait des notes sur tous les sujets imaginables. La nature de la matière, la couleur, le mouvement, l'âme. Humaine, Dieu. Il y posait des questions qui n'avaient pas de réponse. Qu'est-ce que l'espace ? Qu'est-ce que le temps ? Pourquoi les corps tombent-ils ? Il ne se contentait pas des explications traditionnelles. Il voulait comprendre les mécanismes profonds, les lois mathématiques qui régissaient les phénomènes. Puis,
vint l'année 1665 et avec elle, deux catastrophes qui changeraient la vie de Newton de manière inattendue. La première fut la Grande Peste de Londres. En juillet, l'épidémie atteignit Cambridge. L'université ferma ses portes. Les étudiants furent renvoyés chez eux. Newton retourna à Woolsthorpe. La deuxième catastrophe fut pour les Londoniens eux-mêmes. En une année, la peste tua environ 100 000 personnes, soit un quart de la population de la ville. Les rues se vidaient au crépuscule. On entendait les cris des crieurs publics qui annonçaient « Sortez vos morts ». Les cadavres s'entassaient dans des fosses communes. La fumée des feux qu'on allumait pour purifier l'air montait au-dessus des toits de chaume. Mais pour Newton, isolé dans sa ferme du Lincolnshire, ces 18 mois furent les plus productifs de sa vie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui son annus mirabilis, son année miraculeuse, bien qu'elle s'étende en réalité sur près de 2 ans, de l'été 1665 au printemps 1667. Seul dans sa chambre au premier étage de la maison familiale, avec vue sur les pommiers du verger, Newton posa les fondations de 3 révolutions scientifiques majeures. La première concernait les mathématiques. Newton inventa le calcul infinitésimal, qu'il appelait la méthode des fluxions. Il s'agissait d'une technique pour calculer les taux de variation instantanés et les aires sous les courbes. Imaginez que vous voulez connaître la vitesse d'un objet à un instant précis. La vitesse moyenne, c'est la distance parcourue divisée par le temps écoulé, mais la vitesse instantanée, il faut considérer un intervalle de temps infiniment petit, une fluxion de temps. Newton développa un formalisme mathématique pour manipuler ces quantités infinitésimales. Cela lui permit de résoudre des problèmes qui avaient défié les mathématiciens pendant des siècles. Trouver les tangentes aux courbes, calculer les maxima et minima, déterminer les aires et les volumes de formes complexes. La deuxième révolution concernait l'optique. Newton acheta un prisme lors d'une foire et se mit à expérimenter avec la lumière. Il perça un trou dans le volet de sa chambre pour laisser entrer un mince rayon de soleil. Il plaça le prisme sur le trajet du rayon et observa le spectre coloré qui apparaissait sur le mur opposé. L'explication traditionnelle était que le prisme modifiait la lumière blanche, la contaminait pour produire des couleurs. Mais Newton eut une intuition différente. Et si la lumière blanche était déjà composée de toutes les couleurs et que le prisme ne faisait que les séparer? Pour tester cette hypothèse, il réalisa une expérience ingénieuse. Il prit le spectre produit par un premier prisme et le fit passer à travers un deuxième prisme inversé. Les couleurs se recombinèrent pour former de nouveau de la lumière blanche. Cela prouvait que les couleurs n'étaient pas créées par le prisme, mais existaient déjà dans la lumière solaire. Il alla plus loin. Il prit un rayon de lumière rouge du spectre et le fit passer à travers un autre prisme. La couleur resta rouge. Elle ne se transforma pas en d'autres couleurs. Cela signifiait que chaque couleur avait une réfrangibilité spécifique, c'est-à-dire qu'elle était déviée d'un angle particulier par le prisme. Le rouge était moins dévié que le violet. Newton comprit que la lumière blanche n'était pas une substance simple et pure, comme on le pensait depuis Aristote, mais un mélange hétérogène de rayons de différentes couleurs. Cette découverte était révolutionnaire, mais elle soulevait aussi des questions troublantes. Qu'était la lumière? Des particules? Des ondes? Newton penchait pour une théorie corpusculaire, imaginant la lumière comme un flux de minuscules particules se déplaçant en ligne droite. La troisième révolution, celle qui allait le rendre immortel, concernait la gravitation. L'histoire de la pomme qui tombe sur la tête de Newton est probablement apocryphe, ou du moins fortement embellie. Mais Newton lui-même, des années plus tard, raconterait à son biographe William Stukeley qu'il avait effectivement été inspiré par la chute d'une pomme dans le verger de Woolsthorpe. Ce qui l'avait frappé n'était pas la chute elle-même, phénomène banal, mais une question. Pourquoi la pomme tombe-t-elle toujours perpendiculairement vers le centre de la Terre? Pourquoi ne tombe-t-elle pas de côté ou vers le haut? Et surtout, cette force qui fait tomber la pomme
s'arrête-t-elle à la cime des arbres ou s'étend-elle plus loin, beaucoup plus loin, jusqu'à la Lune? C'était une idée audacieuse, presque folle. Depuis Aristote, on distinguait le monde sublunaire, celui des objets terrestres soumis à la corruption et au changement, et le monde supralunaire, celui des sphères célestes parfaites et éternelles qui obéissaient à des lois différentes. Galilée avait montré que les corps tombent avec une accélération constante, mais il n'avait pas relié ce phénomène au mouvement des planètes. Kepler avait découvert les lois du mouvement planétaire, mais il n'avait pas trouvé la force qui causait ces mouvements. Newton, assis sous son pommier, eut l'intuition géniale que la force qui fait tomber la pomme et la force qui maintient la Lune sur son orbite étaient une seule et même chose, la gravitation universelle. Mais une intuition ne suffit pas, il fallait la prouver mathématiquement. Newton se lança dans des calculs complexes. Il savait que la Lune tourne autour de la Terre en environ 28 jours. Il connaissait la distance approximative de la Lune, environ 60 rayons terrestres. En utilisant la troisième loi de Kepler, qui reliait les périodes orbitales des planètes au cube de leur distance au Soleil, et en supposant que la force de gravitation diminuait avec le carré de la distance, il calcula l'accélération de la Lune vers la Terre. Puis il compara cette accélération avec celle d'une pomme tombant à la surface de la Terre. Si sa théorie était correcte, l'accélération de la Lune devait être égale à celle de la pomme divisée par le carré de la distance, soit environ 3600 fois plus faible. Les premiers calculs de Newton ne donnèrent pas exactement le résultat attendu. Il y avait une discordance d'environ 10%. Cette erreur venait du fait qu'il utilisait une valeur incorrecte pour le rayon de la Terre. À cette époque, les mesures géodésiques étaient imprécises. Frustré, Newton mit de côté ses travaux sur la gravitation. Il ne savait pas que quelques années plus tard, une mesure plus exacte du rayon terrestre, effectuée par l'astronome français Jean Picard, confirmerait brillamment sa théorie. Mais pour l'instant, en 1667, quand il retourna à Cambridge après la réouverture de l'université, Newton n'avait publié aucune de ses découvertes. Il gardait tout pour lui, dans des carnets remplis d'une écriture serrée et de diagrammes complexes. À Cambridge, la vie de Newton prit un nouveau tournant. Il fut élu Fellow, c'est-à-dire membre permanent du Trinity College. Cela lui donnait une chambre, un revenu modeste et surtout la possibilité de poursuivre ses recherches sans avoir à enseigner beaucoup. Il construisit son propre laboratoire alchimique dans une annexe de sa chambre. L'alchimie, aujourd'hui considérée comme une pseudo-science, était au XVIIe siècle une discipline respectable, pratiquée par des savants comme Robert Boyle. Elle ne visait pas seulement à transmuter le plomb en or, mais à comprendre les transformations de la matière, les propriétés des substances, les forces qui liaient les atomes entre eux. Newton passa des années à réaliser des expériences alchimiques, chauffant des métaux dans des creusets, distillant des liquides colorés, notant minutieusement ses observations. Il cherchait ce que les alchimistes appelaient la pierre philosophale, une substance qui pourrait perfectionner les métaux et peut-être même prolonger la vie humaine. Cette obsession alchimique peut nous sembler étrange, voire contradictoire avec l'image du scientifique rationnel. Mais pour Newton, il n'y avait pas de contradiction. Il pensait que l'univers était régi par des forces cachées, des affinités secrètes entre les substances. La gravitation elle-même était une force mystérieuse qui agissait à distance, sans contact matériel. Comment la Terre pouvait-elle attirer la Lune à travers le vide de l'espace? C'était, pour les contemporains de Newton, aussi incompréhensible que la magie. D'ailleurs, Leibniz et d'autres philosophes accuseraient Newton de réintroduire les qualités occultes dans la science, précisément à cause de cette action à distance inexpliquée. En 1669, à seulement 26 ans, Newton fut nommé professeur lucasien de mathématiques à Cambridge, succédant à Isaac Barrow, qui avait reconnu son génie et décidé de lui céder sa chaire. Cette position prestigieuse exigeait qu'il donne des cours publics. Newton choisit de parler de son travail sur l'optique,
Mais ses conférences étaient un désastre. Sa voix était monotone, ses explications trop techniques. Souvent, personne ne venait l'écouter. Il se retrouvait seul dans la salle de conférence, parlant au mur. Cela ne le dérangeait pas particulièrement. Il préférait de toute façon le silence de son laboratoire. C'est à cette époque qu'il construisit son télescope réflecteur, une invention qui allait le rendre célèbre. Les télescopes de l'époque, comme celui de Galilée, utilisaient des lentilles pour focaliser la lumière. Mais les lentilles souffraient d'un défaut majeur, l'aberration chromatique. Comme Newton l'avait découvert, la lumière blanche est composée de différentes couleurs qui sont réfractées différemment par le verre. Résultat, les images vues à travers un télescope à lentilles étaient entourées de halos colorés flous. Newton comprit que ce problème était inhérent aux lentilles et qu'il ne pouvait être résolu en améliorant simplement la qualité du verre. Sa solution fut radicale, se débarrasser complètement des lentilles et utiliser à la place un miroir courbe pour focaliser la lumière. L'idée n'était pas entièrement nouvelle, d'autres l'avaient proposée avant lui, mais Newton fut le premier à construire un télescope réflecteur fonctionnel. De ses propres mains, il polit un miroir en alliage de cuivre et d'étain. Il construisit le tube, il ajusta les mécanismes. Le télescope final mesurait seulement 15 cm de long, mais il grossissait 40 fois et produisait des images remarquablement nettes. En 1671, il présenta son instrument à la Royal Society de Londres, la plus prestigieuse société savante d'Angleterre. L'accueil fut enthousiaste. Le télescope de Newton était un objet d'émerveillement. Les membres de la Royal Society se pressaient pour regarder à travers. On le montrait au roi Charles II, qui venait de restaurer la monarchie après la période républicaine de Cromwell. Newton fut élu membre de la Royal Society en janvier 1672. Pour un homme de 29 ans, issu d'un milieu rural modeste, c'était une consécration extraordinaire. Encouragé par ce succès, Newton envoya à la société un article détaillant sa théorie de la lumière et des couleurs. Ce fut une erreur. L'article, publié dans les Philosophical Transactions de la Royal Society en février 1672, provoqua une tempête de critiques. Robert Hooke, l'un des scientifiques les plus respectés de l'époque, curateur des expériences de la Royal Society et auteur du célèbre Micrographia, attaqua violemment les idées de Newton. Hooke défendait une théorie ondulatoire de la lumière, dans laquelle les couleurs résultaient de différentes fréquences de vibration. Il trouvait la théorie corpusculaire de Newton primitive et inadéquate. D'autres critiques vinrent de France, de Hollande, d'Italie. On accusait Newton de ne pas comprendre les travaux antérieurs, de mal interpréter ses expériences, de tirer des conclusions hâtives. Newton fut dévasté. Il n'avait pas la peau épaisse nécessaire pour supporter les controverses scientifiques. Il prit chaque critique comme une attaque personnelle. Il répondit à Hooke avec une lettre cinglante, défendant point par point sa théorie, mais l'amertume transparaissait dans chaque phrase. À un correspondant, il écrivit qu'il regrettait d'avoir jamais publié quoi que ce soit, que la philosophie naturelle était une dame hautaine et impertinente, avec laquelle il ne voulait plus rien avoir à faire. Il se retira dans un silence boudeur. Pendant des années, il refusa de publier ses autres découvertes, gardant jalousement ses manuscrits. Il s'enfonça plus profondément dans l'alchimie et, de manière surprenante, dans la théologie. Car voici un autre aspect étrange et méconnu de Newton. Il était profondément religieux, mais hérétique. Il rejetait la doctrine de la Trinité, considérant que le dogme selon lequel Dieu serait à la fois Père, Fils et Saint-Esprit était une corruption tardive introduite dans le christianisme. Il se voyait comme un restaurateur de la vraie foi primitive. Il passa des années à étudier les textes bibliques, cherchant des codes cachés, calculant les dimensions du temple de Salomon, qu'il croyait être une représentation symbolique du cosmos. Il écrivit plus d'1 million de mots sur des sujets religieux et alchimiques,
bien plus que sur la physique et les mathématiques. Mais il gardait ses écrits secrets, car en Angleterre à cette époque, nier la Trinité était un crime passible de lourdes sanctions. Les années 1670 et début 1680 furent une période d'isolement presque total pour Newton. Il vivait seul, ne se mariait pas, n'avait pas d'amis proches. Il mangeait peu et irrégulièrement, oubliant souvent les repas quand il était absorbé par ses expériences. On racontait qu'il se levait parfois le matin, s'asseyait sur le bord de son lit pour réfléchir à un problème et restait là, immobile, jusqu'à la tombée de la nuit, sans avoir accompli aucune autre activité. Son domestique, un homme nommé Humphrey Newton, aucun lien de parenté, témoignerait plus tard de ses habitudes étranges. Il mangeait très frugalement, voire pauvrement. Il oubliait souvent de dîner. Quand j'allais dans sa chambre, je le trouvais parfois avec son plateau de nourriture intact depuis le matin. Puis, en 1684, quelque chose se produisit qui allait sortir Newton de son isolement et conduire à la publication de son chef-d'œuvre, les Principia. En janvier de cette année-là, une brillante comète apparut dans le ciel européen. Elle fut visible pendant plusieurs semaines, traçant son arc lumineux à travers les constellations. À Londres, l'astronome Edmond Halley observait la comète avec fascination. Halley était un homme affable et sociable, tout le contraire de Newton. Il avait déjà voyagé jusqu'à l'île de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud pour cartographier les étoiles de l'hémisphère austral. À 28 ans, il était déjà membre respecté de la Royal Society. Halley discuta de la comète avec deux autres membres de la société, Robert Hooke et Christopher Wren, le grand architecte qui reconstruisait Londres après le grand incendie de 1666. Il se posait une question fondamentale: quelle force maintenait les planètes sur leurs orbites? Ils savaient tous, grâce aux travaux de Kepler, que les planètes se déplaçaient en ellipse et que leur vitesse variait de telle sorte que la ligne reliant une planète au Soleil balayait des aires égales en des temps égaux. Mais quelle était la cause de ce mouvement? Il soupçonnait que la force devait diminuer avec le carré de la distance, mais il ne pouvait pas le prouver mathématiquement. Hooke prétendait avoir résolu le problème, mais ne pouvait produire aucune démonstration. Wren offrit un prix d'un livre de 40 shillings à celui qui pourrait fournir la preuve. En août 1684, Halley décida de rendre visite à Newton à Cambridge pour lui poser la question. C'était un voyage risqué. Newton était connu pour son caractère difficile et son aversion pour les visiteurs. Mais Halley était diplomate. Quand il arriva au Trinity College et fut introduit dans les appartements austères de Newton, il alla droit au but. Quelle serait la courbe décrite par les planètes si l'on suppose que la force de gravitation diminue comme le carré de la distance? Newton répondit immédiatement: une ellipse. Halley fut stupéfait. Comment le savez-vous? Je l'ai calculé. Halley demanda à voir le calcul. Newton chercha parmi ses papiers, mais ne put retrouver le manuscrit. Il promit de refaire les calculs et de les envoyer à Halley. Celui-ci rentra à Londres, à la fois excité et sceptique. Beaucoup de gens prétendaient avoir résolu de grands problèmes sans pouvoir le prouver. Mais 3 mois plus tard, en novembre, il reçut de Newton un traité de 9 pages intitulé « De motu corporum in gyram » sur le mouvement des corps en orbite. C'était une démonstration rigoureuse, élégante, irréfutable. Non seulement Newton prouvait que la loi de gravitation en carré inverse impliquait des orbites elliptiques, mais il résolvait aussi le problème inverse. Prouver que des orbites elliptiques impliquaient une force en carré inverse. Halley comprit immédiatement qu'il tenait quelque chose d'extraordinaire. Il retourna à Cambridge en novembre et persuada Newton d'élargir son traité, de développer ses idées, de créer une théorie complète du mouvement et de la gravitation. Newton hésita. Il se souvenait de la controverse sur l'optique, de la douleur des critiques. Mais Halley était persuasif. Il promit de superviser la publication, de gérer toute la correspondance, de protéger Newton des attaques. Et surtout,
il évoqua l'immortalité scientifique, la gloire qui attendait celui qui résoudrait enfin le mystère des mouvements célestes. Newton céda, et quand il se lançait dans un projet, il le faisait avec une intensité maniaque. Il s'enferma dans sa chambre. Il cessa presque complètement de dormir et de manger. Pendant 18 mois, de 1685 à 1686, il travailla sur ce qui allait devenir les Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Son domestique racontait qu'il montait le matin avec le petit déjeuner et trouvait celui de la veille intact sur la table. Newton ne semblait même pas remarquer sa présence. Il était assis à son bureau, calculant, écrivant, rayant, recommençant. L'ampleur de l'œuvre était stupéfiante. Newton ne se contentait pas de traiter la gravitation. Il reconstruisait toute la mécanique depuis les fondements. Il commençait par définir rigoureusement des concepts qui jusqu'alors étaient flous. La masse, le mouvement, la force. Il énonçait 3 lois du mouvement qui deviendraient le fondement de toute la physique classique. La première loi, le principe d'inertie. Un corps au repos reste au repos, et un corps en mouvement continue son mouvement en ligne droite à vitesse constante, à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui. Cette loi contredisait l'intuition aristotélicienne, selon laquelle le mouvement nécessitait une cause continue. Newton affirmait au contraire que c'était le changement de mouvement qui nécessitait une cause. La deuxième loi quantifiait la relation entre force, masse et accélération. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Cette formule simple, F égale m fois a, est probablement l'équation la plus célèbre de la physique classique. Elle permettait de prédire exactement comment un objet réagirait à l'application d'une force. La troisième loi établissait la réciprocité des forces. À toute action correspond une réaction égale et opposée. Si la terre attire une pomme, la pomme attire la terre avec une force exactement égale. Bien sûr, la pomme accélère beaucoup plus que la terre, car sa masse est infiniment plus petite, mais les forces sont identiques. Sur ces fondements, Newton construisit sa théorie de la gravitation universelle. Il formula la loi. 2 corps s'attirent mutuellement avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. C'était une loi d'une simplicité trompeuse. Mais de cette seule loi, Newton déduisit toutes les observations astronomiques connues. Il expliqua les 3 lois de Kepler. Il expliqua les marées, causées par l'attraction combinée de la Lune et du Soleil sur les océans. Il expliqua la précession des équinoxes, le lent vacillement de l'axe de rotation de la Terre, causé par l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune sur le renflement équatorial de notre planète. Il alla plus loin. Il montra que les comètes, loin d'être des signes divins ou des phénomènes atmosphériques comme on le croyait, étaient simplement des objets célestes suivant des orbites très allongées autour du Soleil. Il calcula l'orbite de la grande comète de 1684 et prédit son retour. Il traita le problème complexe du mouvement de la Lune, perturbé par les attractions du Soleil et de la Terre, et expliqua les irrégularités observées depuis des siècles. Il étudia la forme de la Terre, montrant qu'elle n'était pas une sphère parfaite, mais un ellipsoïde aplati au pôle à cause de la rotation. Mais le manuscrit des Principia posait un problème majeur, sa publication. Les livres scientifiques coûtaient cher à imprimer, surtout ceux contenant de nombreux diagrammes mathématiques. La Royal Society avait récemment épuisé ses finances en publiant un ouvrage sur l'histoire des poissons, un sujet qui avait intéressé beaucoup moins de gens que prévu. Halley prit une décision extraordinaire. Il financerait lui-même la publication des Principia. Il n'était pas riche, mais il croyait en l'importance de l'œuvre. Il supervisa l'impression, corrigea les épreuves, géra la correspondance avec Newton, qui continuait de modifier et d'ajouter des passages jusqu'à la dernière minute. Un incident faillit tout compromettre. Robert Hooke prétendit que Newton lui avait volé l'idée de la gravitation en carré inverse. Il est vrai
que Hooke avait eu cette intuition, mais il n'avait jamais pu la développer mathématiquement. Newton fut furieux. Il menaça de supprimer la troisième partie des Principia, celle qui traitait du système du monde et qui était la plus accessible au public. Halley dut déployer toute sa diplomatie pour calmer Newton et persuader Hooke de ne pas insister sur sa revendication. Finalement, Newton accepta de mentionner brièvement que Wren, Hooke et Halley avaient indépendamment déduit la loi en carré inverse des lois de Kepler. Mais il ne leur accordait aucun crédit pour sa théorie complète, qui était infiniment plus élaborée. Les Principia furent publiés en juillet 1687. C'était un volume in-quarto de 500 pages, écrit en latin, la langue savante de l'époque. Le style était austère, géométrique, délibérément difficile. Newton ne voulait pas être harcelé par des petits esprits mathématiciens. Comme il le confia à un ami, il présenta ses démonstrations sous forme de propositions géométriques à la manière d'Euclide, bien qu'il les ait originellement découvertes en utilisant son calcul des fluxions. Le livre était intimidant, réservé aux spécialistes. Mais son impact fut immédiat et immense. En Angleterre, les Principia furent acclamés comme le triomphe de la philosophie naturelle. En Europe continentale, la réaction fut plus mitigée. Leibniz et les philosophes cartésiens critiquaient l'action à distance de la gravitation. Comment une force pouvait-elle se transmettre à travers le vide ? Cela semblait impliquer un retour aux notions mystiques pré-scientifiques. Newton lui-même était mal à l'aise avec ce problème. Dans une lettre célèbre à Richard Bentley, il écrivit « Qu'un corps puisse agir sur un autre à distance, à travers le vide, sans aucune médiation, me semble une absurdité si grande qu'aucun homme capable de raisonner en matière philosophique ne pourrait jamais y tomber. » Mais Newton séparait la description du phénomène de son explication ultime. Il avait trouvé la loi mathématique qui gouvernait la gravitation. Le mécanisme par lequel elle opérait restait un mystère. Hypothèse non fingo. Je ne forge pas d'hypothèse, écrira-t-il dans une édition ultérieure des Principia. Il voulait dire par là qu'il se limitait à ce qui pouvait être déduit des phénomènes observés, sans spéculer sur des causes cachées. Les Principia changèrent la façon dont l'humanité voyait l'univers. Avant Newton, le cosmos était pensé comme une hiérarchie de sphères, chaque planète fixée sur son cercle cristallin, mue par des intelligences angéliques ou des âmes célestes. Après Newton, l'univers devenait une horloge mécanique gigantesque, régie par des lois mathématiques immuables. Dieu n'était plus nécessaire pour pousser constamment les planètes sur leurs orbites. Il avait créé l'univers et établi les lois. Puis le système fonctionnait de lui-même. Cette vision mécaniste aurait des conséquences philosophiques profondes. Elle alimenterait le déisme des Lumières. L'idée d'un Dieu horloger qui avait créé le monde, puis s'en était retiré. Mais la gloire apportait aussi des complications. En 1689, l'Angleterre connut sa glorieuse révolution. Le roi catholique Jacques II fut chassé du trône et remplacé par le protestant Guillaume d'Orange. Dans ce contexte politique tumultueux, l'université de Cambridge dut défendre son autonomie contre les intrusions royales. Newton, malgré sa timidité, fut élu représentant de l'université au Parlement de la Convention qui entérina le nouveau régime. Il passa une année à Londres, assistant aux débats parlementaires. On dit que durant toute cette année, il ne prit la parole qu'une seule fois, pour demander qu'on ferme une fenêtre parce qu'il y avait un courant d'air. À Londres, Newton découvrit un monde différent de celui de Cambridge. Il rencontra des philosophes, des politiciens, des hommes d'affaires. Il se lia d'amitié avec John Locke, le grand philosophe empiriste, et avec Nicolas Fatio de Dhuillier, un jeune mathématicien suisse brillant et instable. La relation avec Fatio devint très intense, presque obsessionnelle. Certains historiens ont spéculé sur une dimension romantique, bien qu'il n'y ait aucune preuve directe. Ce qui est certain, c'est que quand Fatio s'éloigna en 1693,
Newton souffrit ce qui ressemble à une dépression nerveuse sévère. En septembre 1693, Newton écrivit des lettres incohérentes et paranoïaques à plusieurs correspondants. Il accusa Locke de chercher à l'embringuer avec des femmes. Lui dit qu'il valait mieux qu'il ne se revoie plus. Il écrivit à Samuel Pepys, le diariste célèbre, qu'il n'arrivait plus à dormir depuis 1 an et qu'il avait perdu la capacité de penser clairement. Pendant plusieurs mois, Newton sembla au bord de la folie. Il y eut des rumeurs selon lesquelles un incendie dans son laboratoire aurait détruit des années de travail et provoqué un choc psychologique. D'autres ont suggéré une intoxication au mercure due à ses expériences alchimiques. Des analyses modernes de mèches de cheveux de Newton ont effectivement révélé des niveaux élevés de métaux lourds. Mais Newton se rétablit. En 1696, grâce à l'intervention d'amis influents, il fut nommé gardien de la monnaie royale. C'était un poste lucratif et prestigieux. Il quitta Cambridge, où il avait passé 35 ans de sa vie, et s'installa définitivement à Londres. On pourrait penser qu'il s'agirait d'une semi-retraite, d'un poste honorifique, mais Newton aborda ses nouvelles fonctions avec la même intensité maniaque qu'il apportait à tout. L'Angleterre traversait une crise monétaire majeure. Les pièces en argent étaient tellement rognées et contrefaites qu'elles avaient perdu une grande partie de leur valeur. Le gouvernement avait décidé une refonte complète de la monnaie. Toutes les vieilles pièces devaient être retirées de la circulation et remplacées par de nouvelles. Newton transforma la monnaie en une opération industrielle efficace. Il installa de nouveaux équipements, embaucha plus d'ouvriers, organisa le travail en équipe continue. En 2 ans, de 1696 à 1698, la monnaie refrappa 6 800 000 livres sterling, une performance remarquable. Newton ne se contentait pas de superviser l'opération, il poursuivait personnellement les faux monnayeurs, infiltrant les réseaux criminels, interrogeant les suspects, témoignant au procès. Il envoya plusieurs hommes à la potence. Sa correspondance de cette période montre un homme dur, impitoyable même, bien loin de l'image du scientifique rêveur. En 1700, il fut promu maître de la monnaie, le poste le plus élevé de l'institution. Son salaire annuel était d'environ 2000 livres, une fortune pour l'époque. Newton, qui avait grandi dans une ferme modeste, était devenu riche. Il investit dans des propriétés, dans des actions de la Compagnie des Indes orientales et de la Compagnie des mers du Sud. Il perdit une partie de sa fortune dans l'éclatement de la bulle de la mer du Sud en 1720, un des premiers grands krachs boursiers de l'histoire. On lui attribue la phrase « Je peux calculer le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des hommes ». En 1703, Newton fut élu président de la Royal Society, poste qu'il occuperait jusqu'à sa mort. Il régnait sur la société savante avec une main de fer, assistant à presque toutes les réunions, dirigeant les débats, décidant quels articles seraient publiés. Mais cette période fut aussi marquée par la controverse la plus amère de sa vie, la dispute avec Leibniz sur l'invention du calcul infinitésimal. Gottfried Wilhelm Leibniz, philosophe, mathématicien et diplomate allemand, avait développé indépendamment une version du calcul infinitésimal dans les années 1670 et l'avait publié en 1684. Sa notation, utilisant dx sur dx pour les dérivés et le symbole intégral pour les intégrales, était plus claire et plus pratique que celle de Newton. Sur le continent, les mathématiciens adoptèrent le calcul de Leibniz. En Angleterre, on utilisait les fluxions de Newton. Mais qui avait inventé le calcul en premier ? Newton avait fait ses découvertes dès 1665, 20 ans avant Leibniz, mais ne les avait pas publiées. Leibniz avait travaillé indépendamment, mais avait publié en premier. Pendant des années, les deux hommes maintinrent une correspondance cordiale, bien que prudente. Mais dans les années 1700, les partisans de chacun commencèrent à s'accuser mutuellement de plagiat. En 1711,
Leibniz porta formellement l'affaire devant la Royal Society, demandant une enquête pour laver son nom. Ce fut une erreur fatale. Newton contrôlait la Royal Society. Il nomma lui-même le comité d'enquête, rédigea anonymement son rapport et fit publier le tout dans les Philosophical Transactions. Le verdict était sans appel. Newton avait inventé le calcul en premier. Leibniz l'avait probablement volé après avoir eu accès à certaines lettres de Newton. C'était une accusation dévastatrice de la part de l'institution scientifique la plus respectée d'Europe. Leibniz fut brisé. Il protesta, produisit des preuves de son travail indépendant, mais personne en Angleterre ne voulait l'écouter. La querelle prit une dimension nationaliste. L'Angleterre contre le continent, Newton contre Leibniz, la gloire britannique contre l'arrogance allemande. Leibniz mourut en 1716, isolé et amer, assistant seulement à ses funérailles son secrétaire. Newton, dit-on, se réjouit de la mort de son rival. « J'ai brisé le cœur de Leibniz », aurait-il déclaré. L'histoire a depuis tranché. Newton et Leibniz ont bien inventé le calcul indépendamment. Newton l'a fait en premier, mais Leibniz l'a fait mieux, avec une notation supérieure qui est celle que nous utilisons encore aujourd'hui. La querelle fut une tache sur la réputation de Newton, montrant un côté mesquin et vindicatif de sa personnalité. Mais à l'époque, en Angleterre, Newton était intouchable. En 1705, la reine Anne l'avait anobli. Il était devenu Sir Isaac Newton, le premier scientifique jamais élevé à la noblesse pour ses contributions scientifiques. C'était la consécration ultime. Les dernières années de Newton furent marquées par un lent déclin physique, mais une activité intellectuelle toujours intense. Il prépara de nouvelles éditions des Principia, ajoutant des clarifications, répondant aux objections, renforçant ses arguments. La deuxième édition parut en 1713, la troisième en 1726, un an avant sa mort. Il publia également son traité d'optique, l'Optics, en 1704, d'abord en anglais, puis en latin. Ce livre était plus accessible que les Principia et eut un grand impact. Newton y exposait sa théorie corpusculaire de la lumière et ajoutait une série de questions, des spéculations hardies sur la nature de la matière, de l'éther, de l'électricité, de la chaleur. Newton vivait dans une maison confortable de Kensington, entouré de livres et d'instruments scientifiques. Il ne s'était jamais marié, mais sa nièce Catherine Barton tenait sa maison. Catherine était une femme belle et spirituelle qui attirait les admirateurs. Elle devint la maîtresse de Charles Montagu, comte d'Halifax, chancelier de l'Échiquier et ami de Newton. Ce ménage à trois inhabituel fit jaser à Londres, mais Newton ne semblait pas s'en préoccuper. Catherine l'aimait sincèrement et s'occupait de lui avec dévotion. En février 1727, Newton assista à une réunion de la Royal Society. C'était sa dernière apparition publique. Quelques jours plus tard, il fut pris de douleurs abdominales sévères, probablement dues à des calculs rénaux. Il refusa de voir un médecin. Pendant 2 semaines, il souffrit en silence, parfois conscient, parfois délirant. Le 20 mars, à 4 heures du matin, il mourut. Il avait 84 ans. Les funérailles de Newton furent un événement national. Son corps fut exposé dans la chambre de Jérusalem à l'abbaye de Westminster, un honneur rarement accordé à un non-aristocrate. Le 28 mars, il fut enterré dans la nef de l'abbaye, parmi les rois et les héros d'Angleterre. 6 pairs du royaume portèrent son cercueil. Le monument qui fut érigé plus tard sur sa tombe le représentait appuyé sur une pile de ses propres livres, entouré d'instruments scientifiques. L'inscription en latin disait que les mortels se réjouissent qu'ait existé un tel et si grand ornement du genre humain. Le poète Alexander Pope composa un distique célèbre. Nature and nature's laws lay hid in night. God said, let Newton be, and all was light. La nature et ses lois étaient cachées dans la nuit. Dieu dit
que Newton soit. Et tout fut lumière. C'était une hyperbole, bien sûr, mais elle reflétait l'immense respect que Newton avait gagné. Voltaire, qui assista aux funérailles lors de son séjour en Angleterre, fut profondément impressionné. Il écrirait plus tard « Un Newton, de son vivant, n'était pas distingué d'un grand mathématicien. » Mais après sa mort, il a été reconnu comme le génie qui a révélé les lois de la nature. Mais quelle était vraiment la contribution de Newton ? En quoi avait-il changé le monde ? On peut l'articuler autour de plusieurs axes. D'abord, la méthode. Newton avait montré qu'on pouvait comprendre la nature par les mathématiques, que les phénomènes physiques obéissaient à des lois quantitatives précises. Ce n'était pas une idée entièrement nouvelle. Galilée et Kepler l'avaient déjà esquissée, mais Newton l'avait réalisée de manière si complète, si triomphante, qu'elle était devenue le paradigme de toute science future. Après Newton, on ne pouvait plus faire de la physique sans mathématiques. Deuxièmement, l'unification. Newton avait montré que les mêmes lois régissaient le ciel et la terre. La pomme qui tombe et la lune qui orbite obéissent à la même force de gravitation. Cette synthèse entre la mécanique terrestre et l'astronomie céleste était révolutionnaire. Elle abolissait la vieille distinction aristotélicienne entre le monde sublunaire corruptible et le monde supralunaire parfait. L'univers était un, soumis partout au même principe. Troisièmement, le déterminisme. Les lois de Newton étaient causales et déterministes. Si on connaissait les positions et les vitesses de tous les corps à un instant donné, on pouvait en principe calculer leur état à tout instant futur ou passé. L'univers était une machine prévisible. Cette vision fut magnifiquement exprimée au début du XIXe siècle par Pierre-Simon Laplace, qui imagina une intelligence, le démon de Laplace, qui connaîtrait toutes les forces de la nature et les positions de tous les atomes. Pour une telle intelligence, écrivit Laplace, rien ne serait incertain, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. C'était une conséquence directe de la physique newtonienne. Quatrièmement, la puissance prédictive. Les lois de Newton permettèrent de faire des prédictions précises qui pouvaient être testées. Le cas le plus célèbre est celui de la comète de Halley. Edmond Halley, en appliquant la théorie de Newton aux observations historiques, avait identifié qu'une comète brillante apparue en 1531, 1607 et 1682 était en fait le même objet suivant une orbite elliptique de 76 ans. Il prédit qu'elle reviendrait en 1758. Halley était mort depuis longtemps quand, en décembre 1758, la comète réapparut exactement comme prévu. Ce fut un triomphe posthume pour Newton et Halley, une démonstration éclatante que la théorie fonctionnait. Mais la révolution newtonienne eut aussi des conséquences troublantes. Si l'univers était une machine déterministe, où était la place du libre arbitre humain ? Si Dieu avait créé le monde puis s'en était retiré, que restait-il de la providence divine, des miracles, de la prière ? Ces questions hantaient les théologiens et les philosophes pendant des siècles. Newton lui-même, profondément religieux, voyait Dieu comme nécessaire pour maintenir l'ordre de l'univers. Il croyait que le système solaire était instable sur le long terme et qu'il nécessitait des interventions divines périodiques pour corriger les perturbations accumulées. Leibniz se moqua de cette idée. Un Dieu qui devait constamment intervenir pour réparer sa création était un mauvais horloger. Ironiquement, Leibniz avait raison. Laplace montra au début du XIXe siècle que le système solaire était en fait stable à long terme, dans les limites de la précision de ses calculs. Il n'y avait pas besoin d'intervention divine. Quand Napoléon lui demanda où était Dieu dans son système du monde, Laplace répondit fièrement « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. C'était l'aboutissement logique du programme newtonien. Un univers qui fonctionnait tout seul, sans intervention surnaturelle. » La physique de Newton régna sans partage pendant 2 siècles. Elle permit de calculer les marées avec précision, d'améliorer la navigation maritime,
de prédire les éclipses, de découvrir de nouvelles planètes. En 1846, Urbain Le Verrier en France et John Couch Adams en Angleterre calculèrent indépendamment la position d'une planète inconnue en analysant les perturbations de l'orbite d'Uranus. Quand les astronomes pointèrent leur télescope vers la position prédite, ils y trouvèrent Neptune. C'était la preuve ultime de la puissance de la théorie newtonienne. Découvrir un monde nouveau avec un crayon et du papier. Mais au début du XXe siècle, des fissures commencèrent à apparaître. La précession du périhélie de Mercure, le point de son orbite le plus proche du Soleil, ne correspondait pas exactement aux prédictions newtoniennes. La différence était minuscule, 43 secondes d'arc par siècle, mais elle était réelle. Plus fondamentalement, la physique newtonienne ne pouvait pas expliquer les phénomènes électromagnétiques découverts au XIXe siècle. La lumière, selon Maxwell, était une onde électromagnétique, pas un flux de particules comme Newton l'avait cru. En 1905, un jeune employé du bureau des brevets suisses nommé Albert Einstein publia sa théorie de la relativité restreinte. Il montra que l'espace et le temps n'étaient pas absolus comme Newton l'avait supposé, mais relatifs, dépendant de l'état de mouvement de l'observateur. 10 ans plus tard, Einstein généralisait sa théorie pour inclure la gravitation. Dans sa relativité générale, la gravité n'était pas une force mystérieuse agissant à distance, mais une courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse et d'énergie. Les planètes ne suivaient pas des orbites elliptiques parce qu'une force les tirait vers le Soleil, mais parce qu'elles suivaient les lignes les plus droites possibles dans un espace-temps courbe. La relativité générale expliquait l'anomalie de Mercure. Elle faisait des prédictions nouvelles, comme la déviation de la lumière par des objets massifs, qui furent confirmées lors de l'éclipse solaire de 1919. Newton avait été détrôné. Ou plutôt, on comprit que sa théorie n'était pas fausse, mais une approximation valide dans le domaine des vitesses faibles comparée à celle de la lumière et des champs gravitationnels faibles. Dans ces conditions, qui sont celles de notre expérience quotidienne et même de la plupart des phénomènes astronomiques, les équations de Newton fonctionnent parfaitement. Mais aux vitesses extrêmes ou dans des champs gravitationnels intenses, près d'un trou noir par exemple, il faut utiliser Einstein. Simultanément, une autre révolution ébranlait les fondements de la physique, la mécanique quantique. À l'échelle atomique, le déterminisme newtonien s'effondrait. On ne pouvait plus connaître simultanément avec précision la position et la vitesse d'une particule. Le comportement des atomes et des électrons était fondamentalement probabiliste. Le démon de Laplace était impossible, non seulement en pratique, mais en principe. L'univers à son niveau le plus fondamental était gouverné par le hasard et l'incertitude. Mais ces révolutions, loin de diminuer la grandeur de Newton, la mettaient en perspective. Newton avait construit un édifice magnifique avec les outils dont il disposait. Que cet édifice soit avéré être une approximation d'une réalité plus complexe n'enlève rien à son génie. Toute théorie scientifique est provisoire, destinée à être affinée ou remplacée par de meilleures théories. Ce qui compte, c'est qu'elle fonctionne dans son domaine d'application et qu'elle nous fasse progresser dans la compréhension de la nature. L'héritage de Newton va bien au-delà de la physique. Il a influencé la philosophie, donnant naissance à l'empirisme britannique de Locke et Hume. Il a inspiré les Lumières françaises. Voltaire et d'Alembert voyaient en lui le modèle du penseur rationnel qui avait libéré l'esprit humain des superstitions et des dogmes. Kant structura sa philosophie en partie comme une réponse aux défis posés par Newton. Comment la science mathématique de la nature était-elle possible ? Dans les domaines pratiques, la mécanique newtonienne fut la base de la révolution industrielle. Les machines, les moteurs, les structures, tout était calculé en utilisant les lois de Newton. L'ingénierie moderne n'aurait pas pu exister sans ces fondations. Quand nous envoyons des sondes spatiales vers Mars ou au-delà, nous utilisons encore les équations de Newton
pour calculer les trajectoires. Quand nous construisons des ponts ou des gratte-ciel, nous appliquons ces lois du mouvement. Mais peut-être que l'héritage le plus profond de Newton est d'ordre philosophique. Il a montré que l'univers était intelligible, que la raison humaine pouvait pénétrer les secrets de la nature. Cette confiance dans le pouvoir de la science, dans la capacité de l'esprit humain à comprendre le monde, est au cœur de la modernité. Elle a ses dangers, certes. Elle peut mener à un orgueil démesuré, à l'illusion que nous pouvons tout contrôler. Mais elle a aussi permis des progrès extraordinaires en médecine, en technologie, en qualité de vie. Newton lui-même aurait sans doute été surpris de cet héritage. Il se voyait avant tout comme un théologien et un alchimiste. Dans une lettre célèbre écrite près de la fin de sa vie, il se comparait à un garçon jouant sur le rivage de la mer, se divertissant de temps en temps à trouver un caillou plus lisse ou un coquillage plus joli que d'ordinaire, tandis que le grand océan de la vérité s'étendait inexploré devant lui. C'était une déclaration d'humilité remarquable de la part d'un homme que ses contemporains considéraient déjà comme le plus grand génie de l'histoire. Cette humilité était peut-être justifiée. Newton avait résolu de nombreux problèmes, mais il en avait laissé encore plus sans réponse. Qu'est-ce que la gravité ? Pourquoi la matière existe-t-elle ? Quelle est la nature du temps ? Ces questions le hantaient. Dans les Principia, il écrivait « Je n'ai pu encore découvrir la raison de ces propriétés de la gravité, d'après les phénomènes, et je ne forge pas d'hypothèse. » C'était une admission d'ignorance courageuse. Newton ne prétendait pas tout expliquer. Il décrivait comment les choses se passaient, sans nécessairement pouvoir expliquer pourquoi. Cette approche méthodologique, cette séparation entre description et explication ultime, est devenue une caractéristique de la science moderne. Nous n'avons pas besoin de comprendre l'essence profonde d'un phénomène pour l'étudier utilement. Il suffit de trouver les régularités, les lois mathématiques qui le gouvernent. Le reste, les questions métaphysiques sur la nature ultime de la réalité, peuvent être laissées aux philosophes. C'est une position pragmatique, peut-être pas entièrement satisfaisante intellectuellement, mais extraordinairement productive. Alors, qui était vraiment Isaac Newton ? Un génie solitaire qui a déchiffré les secrets de l'univers. Un homme difficile, paranoïaque, obsédé par des quêtes ésotériques. Un scientifique révolutionnaire ou un mystique attardé ? La vérité, comme souvent, est complexe. Newton contenait toutes ces facettes. Il était simultanément l'inventeur de la physique moderne et un alchimiste qui passait des nuits à chercher la pierre philosophale. Il était le mathématicien rigoureux qui exigeait des preuves absolues et le théologien hérétique qui croyait avoir décodé les prophéties de l'Apocalypse. Cette complexité nous rappelle que les grands scientifiques ne sont pas des machines à calculer désincarnées, mais des êtres humains avec leurs obsessions, leurs contradictions, leurs faiblesses. Newton était capable d'une concentration intense, mais aussi de rancune mesquine. Il pouvait faire preuve d'une générosité intellectuelle étonnante, comme quand il écrivit à Hooke « Si j'ai vu plus loin, c'est en me tenant sur les épaules de géants », reconnaissant sa dette envers ses prédécesseurs. Mais il pouvait aussi être vindicatif et impitoyable, comme dans sa guerre contre Leibniz. Le contexte historique est important pour comprendre Newton. Il vivait à une époque de transition, entre le monde médiéval qui s'effondrait et la modernité qui émergeait. L'Angleterre de son temps était ravagée par des conflits politiques et religieux. La guerre civile, la décapitation du roi, la restauration de la monarchie, la révolution de 1688. Tout cela créait une atmosphère d'instabilité et d'incertitude. La science offrait peut-être une certaine stabilité, un domaine où la vérité pouvait être établie avec certitude, indépendamment des querelles humaines. Newton n'était pas non plus le seul génie de son temps. Il faisait partie d'une génération extraordinaire de penseurs. Son contemporain Leibniz n'était pas seulement un mathématicien, mais aussi un philosophe profond qui anticipait des idées modernes sur la logique et l'information. Robert Hooke
malgré ses conflits avec Newton, était un expérimentateur brillant qui fit des découvertes importantes en biologie, en optique, en mécanique. Christopher Wren était à la fois un grand architecte et un astronome compétent. C'était une époque d'effervescence intellectuelle, où les frontières entre les disciplines n'existaient pas encore. Un savant pouvait contribuer à la fois aux mathématiques, à la physique, à l'astronomie, à la philosophie. La Royal Society, fondée en 1660, incarnait cet esprit de curiosité universelle. Son motto était « nullius in verba », sur la parole de personne, signifiant qu'on ne devait accepter aucune affirmation sur la seule autorité, mais tout vérifier par l'expérience. C'était une rupture radicale avec la tradition scolastique qui considérait Aristote et les pères de l'Église comme des autorités infaillibles. La nouvelle philosophie naturelle se voulait démocratique, ouverte à tous ceux qui pouvaient contribuer par l'observation et l'expérimentation, quelle que soit leur origine sociale. Newton bénéficia de cet environnement intellectuel favorable, mais il le dépassa aussi largement. Ses découvertes n'étaient pas le résultat d'un effort collectif, mais d'une concentration solitaire extraordinaire. Il disait qu'il résolvait les problèmes en y pensant continuellement. Cette capacité de tenir un problème dans son esprit pendant des jours, des semaines, des mois, jusqu'à ce qu'il se résolve, était peut-être son vrai génie. Beaucoup de gens sont intelligents, mais peu peuvent maintenir ce niveau de concentration. Il y a quelque chose de tragique dans la vie de Newton. Il possédait un intellect d'une puissance rarement égalée, mais il était incapable de relations humaines normales. Il n'a jamais connu l'amour romantique, n'a jamais eu d'enfant, n'a jamais vraiment eu d'amis proches. Ses passions étaient intellectuelles, pas émotionnelles. On peut se demander si ce prix était nécessaire, si son génie scientifique exigeait cette solitude, ou si c'était un accident de sa personnalité et de son histoire personnelle. Nous ne le saurons jamais, mais nous pouvons mesurer ce qu'il a accompli. En partant de presque rien, un enfant prématuré, né dans une ferme isolée pendant une guerre civile, il est devenu l'homme qui a expliqué l'univers. Il a transformé notre compréhension de la réalité de manière si profonde que nous avons du mal, 3 siècles plus tard, à imaginer comment les gens pensaient avant lui. Il a établi des standards de rigueur mathématique et de vérification expérimentale qui sont toujours les nôtres. Il a montré que l'esprit humain, armé de mathématiques et d'observations, pouvait comprendre le fonctionnement du cosmos. Cette nuit de décembre 1642, quand un bébé minuscule poussa son premier cri dans une ferme du Lincolnshire, personne ne pouvait imaginer ce qui allait suivre. Mais parfois, l'histoire produit des individus qui changent le cours de la civilisation. Newton fut l'un d'eux. Sa lumière brille toujours, guidant la science moderne, nous rappelant ce que l'intelligence humaine peut accomplir quand elle est poussée à son extrême limite. Et peut-être, alors que vous écoutez cette histoire, dans le silence de la nuit qui tombe, vous pouvez imaginer Newton dans sa chambre de Cambridge, à la lueur d'une chandelle, penché sur ses calculs, traçant des courbes sur le papier, déchiffrant patiemment les équations qui régissent les étoiles. Un homme seul dans l'obscurité, illuminant le monde entier. Un homme qui regardait la lune et voyait non pas un mystère inaccessible, mais un problème résolvable. Un homme qui, en comprenant la chute d'une pomme, comprit le mouvement des planètes. L'univers avant Newton était un lieu de miracles et de mystères. Après Newton, il devint un lieu de loi et d'ordre. On peut regretter cette perte d'enchantement, ce désenchantement du monde, comme disait Max Weber. Mais on peut aussi s'émerveiller de ce que nous avons gagné. La connaissance, la compréhension, le pouvoir de prédire, et parfois même de contrôler les forces de la nature. Newton n'a pas tué le mystère. Il a simplement repoussé ses frontières, montrant que là où nous voyons du chaos, il y avait de l'ordre. Là où nous voyons de l'arbitraire, il y avait des lois. Et si nous sommes honnêtes, nous devons admettre que le mystère n'a pas disparu. Newton lui-même le reconnaissait. Nous comprenons mieux comment fonctionne l'univers
mais nous ne savons toujours pas pourquoi il existe, pourquoi les lois de la nature sont ce qu'elles sont, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Ces questions ultimes restent sans réponse, et le resteront peut-être toujours. Mais Newton nous a donné quelque chose de précieux, l'exemple d'une quête sans compromis de la vérité. Il a montré qu'on pouvait poser des questions difficiles et y trouver des réponses, que le monde était connaissable, que la raison humaine n'était pas impuissante face aux grands mystères de l'existence. C'est un message d'espoir, un message qui résonne encore aujourd'hui, à une époque où nous faisons face à de nouveaux défis, de nouvelles questions. Quand nous regardons le ciel nocturne maintenant, nous le voyons à travers les yeux de Newton. Nous savons que ces points lumineux sont des soleils lointains, que les planètes obéissent aux mêmes lois que les objets sur Terre, que tout cet immense cosmos est régi par quelques principes mathématiques simples. C'est à la fois humble et grandiose. Humble, parce que nous sommes si petits dans cet univers immense. Grandiose, parce que nous, êtres conscients, pouvons comprendre cet univers, pouvons déchiffrer ses secrets. Isaac Newton est mort il y a près de 300 ans. Son corps repose sous les dalles de pierre de Westminster Abbey. Mais son esprit, ses idées, son héritage vivent encore. Chaque fois qu'un étudiant apprend le calcul infinitésimal, chaque fois qu'un ingénieur calcule la trajectoire d'un projectile, chaque fois qu'un astronome prédit une éclipse, Newton est là. Il n'est pas mort. Il s'est transformé en une partie de notre façon collective de comprendre le monde. Et c'est peut-être la vraie immortalité, non pas la survie de la chair, mais la survie des idées. Newton voulait comprendre comment Dieu avait construit l'univers. Il croyait qu'en découvrant les lois de la nature, il déchiffrait les pensées de Dieu. Que l'on partage ou non cette vision théologique, on peut apprécier la beauté de son entreprise. Il cherchait l'ordre derrière le chaos, la simplicité derrière la complexité, l'unité derrière la diversité. Il l'a trouvé. Pas complètement, pas définitivement, mais suffisamment pour transformer à jamais notre relation avec le cosmos. Avant Newton, nous étions des étrangers dans un univers incompréhensible. Après Newton, nous étions chez nous, capables de lire le livre de la nature, écrit dans le langage des mathématiques. C'est pourquoi nous racontons encore son histoire. C'est pourquoi son nom est connu de presque tous les humains éduqués, alors que tant d'autres savants, philosophes, rois et conquérants sont tombés dans l'oubli. Newton a touché quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Notre désir de comprendre, notre refus d'accepter l'ignorance, notre conviction qu'il doit y avoir des raisons, des causes, des explications. Dans un monde souvent dominé par l'irrationnel, par les préjugés, par les croyances non examinées, Newton nous rappelle la puissance de la pensée rigoureuse, de l'observation attentive, du raisonnement mathématique. Il nous montre ce qu'un esprit humain déterminé peut accomplir. Même sans les ressources de la science moderne, sans ordinateur, sans instruments sophistiqués. Juste un homme, du papier, une plume et une détermination inébranlable à comprendre. Alors que la nuit s'approfondit et que vos paupières deviennent lourdes, laissez cette histoire vous accompagner vers le sommeil. Pensez à ce petit garçon né dans une ferme anglaise pendant une guerre civile. Ce garçon qui aurait dû mourir dans ses premiers jours, mais qui survécut pour changer le monde. Pensez à lui, assis sous un pommier, regardant une pomme tomber et se demandant pourquoi. Pensez à lui dans sa chambre sombre à Cambridge, calculant, expérimentant, découvrant. Et souvenez-vous que l'univers, malgré toute sa vastitude et sa complexité, peut être compris. Que nous, petits êtres sur une planète minuscule, avons le pouvoir extraordinaire de déchiffrer les secrets du cosmos. C'est le cadeau de Newton, c'est son héritage éternel. L'homme qui a changé la physique du monde, non pas par magie, mais par le travail acharné, par le génie, par la persévérance. Isaac Newton. Un nom simple pour un homme complexe. Un homme qui voyait plus loin que les autres.
non pas parce qu'il était plus grand, mais parce qu'il se tenait sur les épaules de géants. Et nous, aujourd'hui, nous nous tenons sur ses épaules, regardant encore plus loin, continuant le voyage qu'il a commencé. Un voyage sans fin vers la compréhension, vers la lumière, vers la vérité. Bonne nuit, dormez bien. Et souvenez-vous, les étoiles au-dessus de vous obéissent à des lois que nous pouvons comprendre. C'est la leçon de Newton. C'est son cadeau à l'humanité. Un cadeau qui ne s'épuisera jamais.